application, c'est la vérification de l'homogénéité d'une relation. Et ça, c'est très important parce que si une relation n'est pas homogène, pour les équations de dimension, c'est pas négociable, c'est faux. Donc c'est quelque chose de très important. Donc si on a par exemple une équation x est égal à y, alors on peut noter que la dimension de x est égale à la dimension de y. Okay, et ça, c'est absolument fondamental. Les Anglais disent qu'on ne peut pas comparer des pommes et des oranges. En français, on n'a pas une expression équivalente, à mon avis, mais à ma connaissance, mais bon, l'idée est là. Alors, l'astuce, quand on va faire ça, on va avoir quelques exemples, c'est surtout d'essayer d'éviter de perdre du temps à chercher la dimension de chaque paramètre, de chaque élément, de chaque grandeur. On va plutôt essayer de les regrouper sous la forme de groupes de variables qui ont une dimension que l'on connaît. Notamment l'énergie, par exemple, souvent ça marche bien avec l'énergie. Okay, et voilà. Alors, la première chose, déjà, si on a un rapport entre deux grandeurs de même dimension, c'est un pourcentage, il n'y a pas de dimension, il n'y a pas d'unité. Donc ça peut être des pourcents, etc. Si par contre on regarde la position, par exemple, d'une entité, d'une particule, la dimension d'une position c'est L. Si on regarde sa vitesse maintenant, et bien la dimension de la vitesse c'est la dimension de x point, c'est dx sur dt, et bien c'est simplement Lt moins 1. Et attention, si maintenant on s'intéresse à l'accélération, la dimension de l'accélération c'est la dérivée seconde de x par rapport au temps, et c'est donc, on peut l'écrire comme étant Lt moins 2. Ce sont nos longueurs divisé par un temps au carré, donc des mètres secondes moins 2. Alors on voit que, notamment quand on dérive, eh bien on prend deux fois la dimension du dénominateur, on prend une seule fois la dimension du numérateur. Alors, on peut aider quelques exemples, notamment des exemples qui ont été vus en physique statistique cette année. Par exemple, si on prend par exemple la vitesse quadratique qui est égale à la racine carrée de la vitesse au carré en valeur moyenne, qui vaut par exemple pour un gaz parfait monatomique qui vaut 3 kBt sur m, et bien pour vérifier si cette équation est homogène pour les équations de dimension, on ne s'embête pas trop. Ce qu'on va faire, c'est que... Là, il y a une racine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va élever au carré à droite et à gauche. Hein, forcément, si x égale y, x2 égale y2. La réciproque étant fausse, avec le signe plus ou moins. Donc si on élève ça au carré, c'est égal à 3 kBt sur m, donc 3 vaisseaux n'a pas de dimension. kBt est une énergie, si on multiplie par m à droite et à gauche, on a mv carré, qui est la dimension d'énergie cinétique, qui est proportionnelle à kBt, donc on a bien une énergie à droite et une énergie à gauche. Voilà. Et on ne cherche surtout pas à regarder la dimension de kB, de t, de m, de prendre la racine, de vérifier si on a bien une longueur divisée par un temps. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que c'est très important de vérifier sans arrêt qu'une équation qu'on écrit est homogène, parce que si c'est faux, ben ça veut dire qu'on s'est trompé quelque part. Il vaut mieux vérifier au bout de 3-4 lignes de calcul, regarder ces calculs rapidement, réfléchir si on part dans la bonne direction, vérifier si on est homogène, plutôt que de faire 4 pages de calcul et s'apercevoir à la fin qu'on a un résultat pas homogène, on s'est trompé quelque part, il faut tout recommencer. Voilà. Et donc, il faut le faire régulièrement, dans un calcul, systématiquement, et plus on prendra l'habitude de le faire avec une certaine efficience, plus on pourra aller vite, plus on sera serein sur le résultat. Okay, et vraiment, je prends souvent avec une analogie un peu bête et méchante, mais c'est comme quand on traverse une route, il faut savoir s'il n'y a pas de voiture, on regarde à droite, on regarde à gauche, il faut décider rapidement, et puis on traverse, il faut être sûr de pouvoir traverser, et il ne faut pas passer trop de temps, avoir des chances de se tromper. Okay, l'analyse dimensionnelle, c'est exactement la même chose. Alors, c'est pareil, si on regarde l'aimantation d'un système, eh bien, on peut trouver que l'aimantation M, c'est égal à grand N, nombre de spins, fois le spin, mu fois tangente hyperbolique de mu b sur kBt. Alors là, c'est pareil, mu, un spin, non magnétique, b, champ magnétique, on a une énergie magnétique, ici on a une énergie thermique kBt, on a bien le rapport entre deux énergies, donc on a bien un nombre sans dimension dans l'argument de la tangente hyperbolique, sachant que la tangente hyperbolique c'est une somme d'exponentielles des plus et des moins, et très souvent en physique on aime bien avoir des arguments dans les cosinus, les sinus, exponentielles, log, on aime bien avoir des grandeurs qui n'ont pas de dimension. Okay, alors c'est vrai que mathématiquement log de A fois B c'est log de A plus log de B, mais si A fois B est sans dimension, souvent on essaie de garder en physique A fois B pour garder une grandeur adimensionnelle, sans dimension, dans l'argument du log, de l'exponentielle, du cosinus, du sinus.
Voilà, on ne viole aucune loi physique si on ne le fait pas, mais c'est vrai que ça nous permet de continuer à raisonner sur des choses qui sont sans dimension. Et puis là, on a une alimentation alimentaire, le nombre d'aimants, et tout ça, ça nous fait l'alimentation totale. Okay. Alors on reviendra là-dessus plus tard, mais en parallèle de l'analyse dimensionnelle, il y a un point qui est important aussi, il faut vérifier quand on a x égale à y, si jamais x est intensif, y doit être intensif. Si jamais x est extensif, y doit être extensif. Ça, c'est quelque chose de très important. Et on voit par exemple ici, la première équation nous donne une relation entre deux grandeurs qui sont intensives, et la deuxième, eh bien, entre deux grandeurs qui sont extensives. Je rappelle simplement qu'une grandeur, si on prend un système, on fait un copier-coller pour avoir le double du système, toutes les grandeurs qui restent invariantes sont des grandeurs dites intensives, la pression, la température, le potentiel chimique, etc. Et toutes les grandeurs qui sont multipliées par 2, parce qu'on a multiplié par 2 la taille du système, eh bien, c'est des grandeurs qu'on va appeler extensives, donc c'est l'énergie, l'entropie, la masse, le volume, etc. Voilà. Donc il faut toujours, quand on écrit une relation, qu'elle soit homogène du point de vue de l'équation de dimension, et que si à gauche on a une grandeur intensive, à droite il faut que ce soit intensif, etc. Voilà. Alors si on regarde à nouveau d'autres exemples, on peut par exemple prendre le fait que l'énergie moyenne est égale à moins la dérivée du log de z par rapport à bêta, okay, avec bêta qui vaut 1 sur kBt. Donc là, on a une énergie à gauche et une énergie moyenne. Z, c'est la fonction de partition qui n'a pas de dimension. C'est pour ça qu'on la trouve dans l'argument d'un log. Donc en haut, on a un nombre qui est sans dimension et on dérive par rapport à bêta qui est l'inverse d'une énergie. Donc l'inverse de l'inverse d'une énergie, c'est bien la dimension d'une énergie. Donc c'est bien correct. Et alors, E est une énergie, c'est une grandeur extensive, où on retrouve l'extensivité là-dedans, c'est dans le Z, parce que très souvent le Z, c'est par exemple, si on a des particules, par exemple, discernables, c'est petit z, la fonction de partition à une dimension, puissance grand N. Okay, le fait d'avoir grand Z qui vaut petit z puissance grand N, le mettre dans un log, nous fait sortir un grand N, et donc ça va conférer à l'énergie son caractère extensif en mettant le grand N ici. On a aussi par exemple la densité quantique, qui vaut m kBt sur 2pi h bar 2 puissance 3,5. Okay. Donc à nouveau, pour vérifier si c'est bon, NQ c'est la densité quantique, donc c'est un nombre d'entités par unité de volume, donc c'est la dimension de l'inverse d'un volume, et là il faut simplement retrouver que c'est bien l'inverse d'un volume. Alors à nouveau, il faut éviter vraiment, c'est trop pédestre, on a trop de sources d'erreurs possibles, de chercher la dimension de chacun de ces termes-là. On peut par exemple se rappeler que par exemple si on encage à une dimension une particule en un segment de taille L, eh bien l'énergie de confinement EC, c'est quelque chose qui s'écrit h bar 2 sur 2mL carré, quelque chose qu'on retrouve souvent en cours de physique, en physique du solide, on retrouve ça en physique statistique, et notamment c'est pour respecter le principe d'institut d'Eisenberg. Okay. Donc souvent on a des grandeurs qui sont h bar 2 sur 2mL2 qui représentent une énergie, alors on va retrouver exactement la même chose, on a déjà h bar 2 sur m qui est là, okay, qui est donc ça. Okay. Donc ça veut dire que ça c'est une énergie, donc ça veut dire qu'en termes de dimension, le NQ qu'on a exprimé là-haut, eh bien, on a du kBt sur une énergie, divisé par H2 sur 2m, et H bar 2 sur 2m, c'est une énergie fois une longueur au carré, donc on a une énergie fois une longueur au carré. Tout ça, c'est puissance 3,5, les énergies sont rondes, et on trouve là quelque chose qui est en 1 sur L cube, donc c'est bien la dimension d'une énergie. Voilà, à nouveau, il faut essayer de s'entraîner pour faire les choses un peu rapidement, et surtout éviter la façon pédestre, qui est chronophage, et en plus source d'erreur. On peut prendre d'autres exemples encore. Par exemple, il y a l'équation de Secure-Tetrode. S, l'entropie d'un gaz parfait, qui vaut N fois Kb fois Ln de NQ sur N plus 5,5. Et là, à nouveau, on a bien un terme ici, c'est bien le rapport entre deux densités, donc c'est un nombre sans dimension, auquel on peut ajouter un nombre sans dimension. Ça fait bien l'argument du log sans dimension. Et puis l'entropie, on sait que l'entropie, la formule de Boltzmann nous dit que c'est Kb ln de oméga, donc c'est bien la dimension de Kb. La preuve, c'est que par exemple, F est égal à U moins Ts, S étant égal à Kb, Kbt, on trouve bien le fait que c'est une énergie. Donc l'entropie est bien homogène à Kb, et on retrouve ici N qui confère à l'entropie son caractère extensif. Donc on a bien une grandeur extensive à gauche, une grandeur extensive à droite. Voilà. Alors, on peut comme ça continuer à regarder pas mal d'équations en physique statistique comme en physique générale. Faut faire extrêmement attention. Alors il y a un exemple un peu redoutable, c'est l'exemple de la puissance et de l'énergie. Parce que
on travaille beaucoup, en ce moment on parle beaucoup d'énergie, et l'idée c'est que quand on a une puissance par définition c'est par exemple un changement d'énergie divisé par un temps. Okay, et là on voit que c'est bien différent parce que ça veut dire que là on va l'exprimer une énergie en joules, et puis le temps en secondes par exemple, et l'unité de la puissance ça va être des watts. Okay, l'unité de ça c'est des joules par seconde, et un joule par seconde c'est des watts. Et donc, il ne faut surtout pas confondre les unités de puissance et les unités d'énergie. Et alors, on a tendance parfois à les confondre un peu, parce que si on s'intéresse par exemple à... On va acheter un bâtiment, ou louer une maison, un appartement, et en fait, on nous donne son diagnostic énergétique, de performance énergétique, le DPE, et on nous indique par exemple qu'un appartement, il faut, pour le chauffer, c'est une unité qui est comme ça. Okay. Il nous faut une quantité d'énergie égale à 180 kWh par mètre carré par an. Et ça, on a des watts dedans, mais comme on multiplie des watts par un temps, eh bien, on retombe sur quelque chose qui est une dimension d'une énergie. Okay, et c'est vrai que parfois, on a tendance à se tromper un petit peu entre les unités de puissance et d'énergie. Il faut faire très attention à ça. Alors, pour exemple, j'ai ici un article du Monde. Un article du Monde qui date de 2012 et il s'appelle «L'arrêt du nucléaire au Japon suscite inquiétude». Et donc c'était après Fukushima, et donc c'est un article normal avec des données, etc., argumenté. Et à la fin, on peut lire la conclusion: la loi sur le soutien aux énergies renouvelables décidée après Fukushima est en vigueur au Japon depuis le 1er juillet. Elle s'est traduite par le lancement de 33 000 projets, dont 81 dans le solaire, capables de générer 243 MWh, impliquant des gens de l'industrie comme Toshiba, etc. Donc en fait, on nous dit qu'il y a plein de projets dans le solaire au Japon, suite à Fukushima, où ils ont voulu réduire le nucléaire, donc développer plus le solaire, et on nous annonce une capacité de 243 MWh, donc une capacité en termes de quantité d'énergie. Mais est-ce que cette énergie va être produite en une heure, en un jour, en une semaine, en un mois, en un an, en 10 ans? Ça veut dire que la personne s'est trompée dans les unités. Il lui fallut plutôt utiliser une unité, soit une unité d'énergie comme ils l'ont fait en disant ça permet de produire tant d'énergie dans l'année, dans un mois, ou alors donner une grandeur en puissance. Et ça, c'est quand même dommage parce que c'est la fin de l'article, et quand on lit ça, qu'on voit que la personne s'est trompée d'unité, eh bien, on n'a plus confiance dans le journaliste qui a écrit l'article, et c'est dommage. C'est exactement la même chose, confondre une puissance énergie que dire « oh là là, j'ai eu une voiture qui était très rapide l'autre fois, la preuve, elle roulait à 210 km ». Ça n'a pas de sens physique, et bien ça n'en a pas plus quand on parle de puissance d'énergie, donc il faut vraiment faire attention à ça. Alors, on peut aussi reprendre d'autres exemples, le nombre de Reynolds par exemple, alors, on ne voit pas en physique statistique, mais ça se voit par ailleurs, c'est ρV fois D divisé par mu, c'est égal à VD divisé par neta, où en gros c'est la masse volumique. Alors attention, la masse volumique, elle est proportionnelle à la densité, elle s'exprime en kilos par mètre cube. Donc la masse volumique de l'eau, par exemple, c'est 1000, la masse volumique du fer, c'est 7900, etc. Et la densité, c'est un nombre adimensionnel qui est le rapport de la masse volumique de ce qu'on considère divisé par celle de l'eau. Donc on va dire que la densité de l'eau, c'est 1, la densité du fer, c'est 7,9, etc. Et si on se trompe, eh bien, on se trompe à la fois dans les unités et dans le calcul, parce qu'on a 3 ordres de grandeur de différence de rapport, et donc ça fait mal. Okay, alors ce qui ne nous aide pas, c'est pareil, il y a pas mal de confusion autour de ça, il faut vraiment faire attention. Sans faire le map, vous n'avez plus le droit de vous tromper. Entre la masse volumique et la densité, ce qui nous embête un petit peu, c'est qu'en anglais, c'est un faux ami, c'est-à-dire que notre masse volumique, c'est leur density à eux, et notre densité à nous, c'est leur relative density. Okay. Donc ça ne nous aide pas, mais il faut vraiment faire attention à ça, sinon on se trompe et dans les unités et dans les applications numériques. Donc ça, c'est la vitesse. D, c'est une longueur caractéristique. Et puis, mu, c'est la viscosité dynamique. Et neta, c'est la viscosité cinématique. Cinématique, qu'on exprime en mètres carrés seconde moins 1. Voilà. Donc, on a ici une vitesse en mètres par seconde fois une longueur caractéristique, donc c'est des mètres carrés par seconde, on divise par des mètres carrés par seconde, on a bien un nombre adimensionnel, et si sa valeur est petite, on est plutôt dans un régime laminaire, si sa valeur est grande, on est plutôt dans un régime turbulent. Voilà. Donc voilà un nombre sans dimension qui est bien connu et qu'on utilise assez souvent. Alors le deuxième point intéressant sur l'analyse dimensionnelle,
c'est que non seulement ça permet de vérifier si on ne s'est pas trompé, et ça c'est très important, mais ça permet aussi de... C'est une aide appréciable quand on regarde l'analyse d'un problème physique. Donc c'est le deuxième point, c'est l'analyse dimensionnelle. Peut être une aide précieuse dans l'analyse du problème physique. Alors, on ne va pas regarder beaucoup d'exemples, mais par exemple, on va prendre l'exemple le plus classique, l'exemple du pendule. Donc on a un plafond, ici on a un petit crochet, et on va mettre simplement une bout de ficelle, un bout de câble, et puis au bout on va mettre une masse. Okay, et puis on va s'intéresser à l'oscillation de cette masse qu'on appelle le pendule, et on va essayer de deviner quelle est la période de ce mouvement en fonction des grandeurs. Alors les grandeurs, bon, il n'y en a pas beaucoup. Si on fait l'expérience, si on joue que la longueur, on s'aperçoit que la longueur joue un rôle important. Et puis si la masse revient, ben, c'est à cause de la gravitation. Donc on sent bien que la période, elle va être une fonction à la fois de la longueur, à la fois de G. Puis bon, si on fait quelques manips, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de paramètres qui changent. En particulier la masse ne joue pas de rôle à partir du moment où le câble est un peu tendu, donc en fait ça ne dépend que de ça. Donc on peut très bien dire que tiens, on peut poser la période qui est égale à AC, qui est une constante adimensionnelle, fois la longueur puissance alpha, fois G puissance bêta. On peut essayer de construire via l'analyse dimensionnelle, essayer de trouver l'expression de la période. Alors alpha et bêta sont de grandeur, qu'on ne connaît pas, sont des réels a priori, et on va simplement vérifier l'analyse dimensionnelle. Donc on sait que la constante n'a pas de dimension, donc si la dimension de t, ben c'est un temps justement, la dimension de c n'en a pas, et la dimension de petit l c'est une longueur, c'est l, et la dimension de g, ce sont des mètres sur moins 2, donc c'est l t moins 2 puissance bêta. Voilà, donc on va simplement résoudre cette équation-là, donc on voit tout de suite que en t, ça veut dire qu'on a 1 à gauche, et à droite, on a moins 2 bêta. Et si on a la longueur, on n'en a pas à gauche, donc c'est une longueur puissance 0. Et à droite, on a alpha plus bêta. Donc la première équation nous dit que bêta vaut moins une demi. Et la deuxième équation, couplée à la première, nous dit donc que alpha est égal à plus une demi. Et donc on trouve que par l'analyse dimensionnelle, que t c'est une constante fois racine de L sur B. Okay. Alors, c'est une équation qui a la bonne dimension. Après, on peut faire des calculs, évidemment, en tenant compte de la relation fondamentale de la dynamique, en prenant cet angle θ, en disant que le θ est petit, de façon à ce que le signe θ soit comparé à θ. On a une équation différentielle qu'on connaît bien, c'est l'oscillateur harmonique, et on a la pulsation propre, et on s'aperçoit à ce moment-là que t est égal à 2π, et donc on a le fameux t égale 2π racine de L. Voilà. Donc, on ne peut pas deviner si on écrit l'équation fondamentale le 2π, mais on sait que ça va se comporter comme ça. Alors on peut regarder comme ça beaucoup d'exemples. Il y a un exemple aussi qui est assez intéressant, c'est l'exemple de la capillarité. Donc on se pose la question de exemple, donc, estimation d'une longueur caractéristique liée à la capillarité. Alors là, l'idée c'est que, en fait, on a deux termes. C'est-à-dire que la capillarité, c'est lié à la tension de surface. Alors, tension de surface, on note souvent gamma LV ou sigma LV ou gamma simplement. Et on sait que gamma LV, c'est une énergie par unité de surface. Et donc, la dimension de gamma LV, c'est rien d'autre qu'une énergie divisée par une longueur au carré. Et puis, on se pose la question, si on pose une goutte sur un substrat, on pose une goutte, donc a priori la goutte est sphérique, mais de temps en temps, cette goutte-là, elle n'est pas sphérique, mais au contraire, elle est aplatie, parfois elle est vraiment très très aplatie. Et alors,
On sent bien que dans ce cas-là, c'est les effets capillaires qui l'emportent, dans ce cas-là, ce sont les effets gravitationnels qui l'emportent, et à gravitation, ben, c'est lié notamment au terme ρ fois g, qui sont toujours associés, ρ étant la masse volumique, et g la constante d'accélération d'apesanteur, sont toujours liés. Okay, si on a un corps qui est 2 fois plus dense, ou si on va sur une planète où g est 2 fois plus grand, l'effet sera le même à la fin. Et donc ça, c'est aussi lié à une énergie, la dimension c'est proche d'une énergie, et en particulier une énergie potentielle gravitationnelle aux images terrestres qu'on connaît bien, qui est mgz. Et mgz, c'est un autre que ρ fois le volume fois g fois z, et on voit qu'on a le fameux ρg qui est là, et puis fois une longueur à la puissance 4. Si on regarde la dimension de tout ça, c'est rien d'autre que la dimension de ρg fois L puissance 4. Donc ça veut dire que ρg est la dimension d'une énergie divisée par L4. Et donc ça veut dire que si on compare par exemple gamma, si on fait le ratio gamma LV sur ρg, eh bien on a une énergie divisée par une longueur au carré, divisée par une énergie divisée par une longueur puissance 4, ça nous fait une longueur au carré. Et on voit donc que ça, le gamma LV sur ρg, c'est à la dimension d'une longueur au carré. Et c'est la longueur caractéristique qu'on recherche. Et cette longueur, on va l'appeler LC, la longueur capillaire. C'est une longueur caractéristique. Et qui vaut donc rien d'autre que gamma LV sur ρg en reste. Et ça veut dire que lorsque on a un rayon, le rayon d'une bouteille qui est petit par rapport à LC, ce sont les effets capillaires qui l'emportent, donc on va chercher à minimiser la surface, puisque l'énergie capillaire c'est gamma LV fois la surface. Donc là, on minimise l'énergie capillaire. Par contre, quand R devient très grand par rapport à LC, eh bien, on va minimiser l'énergie gravitationnelle qui est plus importante, et l'énergie de surface devient, elle, un peu moins importante. Voilà. Alors, ça c'est bien connu, en particulier si on regarde l'expérience qu'on appelle l'expérience de la capillarité, où on dit, ben voilà, on a un liquide, on va tremper un tube creux ouvert aux deux bouts, et si le liquide dans lequel on trempe dedans, de l'eau par exemple, aime bien le solide, et bien au lieu d'avoir une phase plane, on va avoir notre liquide qui va monter. Voilà, ce qui est assuré, c'est liquide. Et la hauteur à laquelle ça monte par rapport à la hauteur à l'infini, petite h, eh bien, est donnée par une loi qu'on appelle la loi de Jurin, et qui dépend de pas grand-chose, qui dépend de l'affinité qu'a le liquide avec le solide, au travers de l'onde de mouillage θ. C'est-à-dire que si on pose ce même liquide sur le substrat, l'angle qui est là, c'est l'angle qu'on appelle θ, et qui dépend du rayon. Et puis, bien sûr, il y a une compétition à nouveau entre l'énergie capillaire qui a tendance à faire monter le liquide en haut parce que on va avoir une interface solide-vapeur qui va être remplacée par une interface solide-liquide, donc c'est des effets capillaires. Et puis, le poids à payer, le prix à payer, ben, c'est justement l'augmentation de l'énergie gravitationnelle. Donc il y a un compromis entre tout ça qui fait que H est égal à 2 fois la longueur capillaire au carré divisée par le rayon. Il faut trouver ça très bien par ligne dimensionnelle. Et ça, c'est la fameuse loi qu'on appelle la loi de Jurin, qui est connue déjà depuis en gros les années 1830. Et expérimentalement, les gens ont tendance à dire que c'est Léonard de Vinci qui aurait le premier observé ce phénomène de capillarité, qu'il aurait écrit sur un article. Et donc, voilà, cette hauteur-là est égale à 2 fois une longueur caractéristique au carré qui est un autre que la longueur capillaire au carré, divisée par le rayon. Et plus le rayon est petit, plus cette hauteur elle monte. Okay, avec des effets importants, si vous diminuez le rayon, bah, vous allez augmenter H. Et ça, c'est bien connu lorsque R tend lorsque R devient très petit, par exemple à l'échelle nanométrique, dans les nanomatériaux, par exemple. Voilà, donc à nouveau, ce qu'il faut retenir sur l'analyse dimensionnelle, c'est qu'elle nous est très utile pour voir si on ne s'est pas trompé, et puis ça peut être bien plus utile que ça pour essayer de dégager une grandeur caractéristique, ça peut être une énergie, ça peut être un temps caractéristique, ça peut être une longueur caractéristique, etc. Et ça peut permettre aussi d'avoir des effets d'échelle. Voilà, c'est très très utile dans beaucoup de problèmes en physique et dans les sciences de l'ingénieur.